Mercredi 21 mai 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, le président Ange Radziwill et son épouse Miali Radziwill sont arrivés en fin d'après-midi vers 17h30 à l'aéroport international de Fassen-Nouzbé. Après Touliar, c'est à Nouzbé que se tiendra demain, jeudi 22 mai, dans l'après-midi, le Conseil des ministres. Comme cela a été le cas dans d'autres régions, ce Conseil des ministres se concentrera sur le développement de Nouzbé et de la région d'Iana. Par ailleurs, l'agenda du président Ange Radziwill Nouzbé pour ce week-end sera bien rempli. Plusieurs inaugurations d'infrastructures auront lieu, notamment des écoles, des logements, des routes ainsi que des installations liées aux énergies renouvelables et à l'eau. Des actions sociales ainsi qu'une rencontre entre le président Ange Radziwill et les habitants de Nouzbé sont également prévues. Les détails de cette visite présidentielle à Nouzbé seront relayés dans nos prochaines éditions. Et face aux critiques et polémiques alimentées par l'opposition autour du projet Basse-Touliar, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine-Amnérin, a apporté hier des précisions. Selon ses explications, aucun baobab se trouvant dans l'aire protégée de Randbé PK32 ne sera détruit. Le ministère de l'Environnement a souligné qu'une mise à jour de l'étude d'impact environnemental et social du projet a été effectuée. Celle-ci intègre des mesures de compensation, de réduction maximale des impacts environnementaux liés à l'exploitation, de compensation écologique, mais aussi et surtout des actions concrètes économiques en faveur de l'amélioration des conditions de vie des communautés riveraines du site d'exploitation de Basse-Touliar. Mirvlat Sferen nous en dit plus. Le ministre de l'Environnement, Max Andonirina Fontaine, a réaffirmé hier qu'aucun baobab au sein de l'aire protégée de Randbé PK32 ne sera détruit. Il a également précisé qu'aucune exploitation d'ilménite n'y sera effectuée. Toujours selon les déclarations, il n'existe aucune superposition entre les périmètres d'exploitation de Basse-Touliar et l'aire protégée de Randbé PK32. Le ministre Max Andonirina Fontaine a également souligné que la pauvreté constitue l'ennemi numéro 1 de l'environnement, étant à l'origine des pressions telles que la déforestation ou les feux de brousse, souvent liés aux besoins élémentaires des populations locales. Dans ce contexte, le projet minier Basse-Touliar pourrait, selon lui, apporter une réponse économique durable à travers la création d'emplois et le développement local. L'étude d'impact actualisée du projet comprend notamment des mesures de compensation sociale via l'amélioration des conditions de vie, une réduction rigoureuse des impacts environnementaux, ainsi qu'une compensation écologique adaptée. Des programmes spécifiques sont également prévus au bénéfice des communautés vivant à proximité du site d'exploitation. Dans la foulée, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a tenu à démentir les images relayées sur les réseaux sociaux par certains opposants. Il affirme qu'elles ne proviennent pas du site d'exploitation de Basse-Touliar, mais plutôt du sud de la région Atiman-Jeffen. Il dénonce une tentative manifeste de déformer les faits visant à induire en erreur l'opinion publique sur ce projet d'exploitation minière. Dans les actualités de ce jour également, l'Union européenne figure parmi les premiers partenaires techniques et financiers de Madagascar. Elle investit 1 milliard d'euros dans divers secteurs touchant directement la vie des populations locales et s'inscrivant dans la politique générale de l'État malgache. L'Union européenne célèbre aujourd'hui son partenariat avec Madagascar à travers la présentation de ses projets à un cadre dans le cadre de la semaine de l'Europe Global Gateway. Reportage sur les images de Kevin Ravounerson. Le financement dédié par l'Union européenne à Madagascar pour la période 2022-2027 s'élève à 5 000 milliards d'ariars. Sur ce montant, 52% sont consacrés au pacte vert avec 80 projets, 25% au secteur de l'énergie avec 14 projets et 23% à la jeunesse, soit 28 projets. L'Union européenne s'impose ainsi comme un partenaire important pour Madagascar, et cela dans divers domaines de coopération ayant des impacts directs sur la vie de la population et s'alignant aux politiques générales de l'État malagasy, affirme le directeur du Bureau de la coopération extérieure au niveau du ministère de l'économie et des finances. Bien que de nombreux projets de développement soient déjà en cours entre l'Union européenne et Madagascar, le marché européen reste également ouvert à la coopération commerciale. Selon l'ambassadeur de l'Union européenne, les exportations vers l'Europe ne sont pas soumises à des droits de douane. Madagascar pourrait donc étendre cette coopération à d'autres domaines puisqu'elle dispose à peu près de 9 000 produits potentiellement exportables vers l'Europe, même si d'autres pays ferment leurs portes. Madagascar est en fait
jouit de l'Union européenne en tant que premier partenaire de développement. Donc c'est l'Union européenne et ses États membres qui sont de très loin le premier partenaire de développement de Madagascar, avec des enveloppes qui ont été rappelées, qui sont très substantielles. Et cela s'ajoute, parce qu'il faut le dire, au fait que l'Union européenne et ses États membres sont le premier partenaire commercial de Madagascar, avec un tiers des exportations malgaches, et le premier partenaire d'investissement des entreprises dans le pays, est le premier partenaire dans toute une série de domaines qui ne sont pas toujours connus. Et donc, au-delà du développement, nous développons toute une série d'actions qui sont complémentaires à nos actions de développement. Aujourd'hui, c'est une façon très symbolique de marquer un travail qui se passe tous les jours. Toutes nos équipes sont sur le terrain, tous les jours, de manière résiliente, pour travailler, pour accompagner Madagascar. Et on espère que tout ça pourra se faire aussi dans le cadre d'un partenariat politique renforcé, dans lequel nous aurons la possibilité d'avoir un dialogue permanent pour s'assurer que nous travaillons dans le cadre de la politique générale de l'État et pour s'assurer que nous puissions, de manière régulière et au niveau décisionnel, nous mettre ensemble pour décider des actions qui sont les plus importantes. L'ambassadeur de France à Madagascar, membre de l'Union européenne, a également réaffirmé l'engagement constant de l'Europe envers Madagascar dans le respect des accords existants. Vous avez des États ou des structures qui se replient sur eux-mêmes, qui font du nationalisme leur principe de base. Il y a des États qui promettent beaucoup et qui ne font rien. Eh bien, l'Europe, elle dit, elle fait, et elle dit pas et elle fait pas depuis hier. Notre travail n'est pas de nous adapter aux changements d'humeur des uns ou des autres. On est un partenaire de toujours, on est un partenaire de tous les jours, et on continuera de l'être. L'équipe Europe à Madagascar a présenté ce jour à travers des stands d'exposition sur l'esplanade d'Ankatsu les différents projets de coopération entre l'Union européenne et Madagascar dans le cadre de la Semaine de l'Europe Global Gateway. Madagascar est actuellement en pleine préparation pour son intégration au sein de la zone de libre-échange continentale africaine ou ZLECAf suite à la ratification de son adhésion à ce marché régional africain. La semaine dernière, le secrétaire général de la ZLECAf s'est rendu à Madagascar pour rencontrer les acteurs du secteur privé afin de leur expliquer les modalités d'adhésion à ce cadre commercial en la présence de la ministre des Affaires étrangères malagasy et du ministre de l'Industrialisation et du Commerce lors d'une réunion tenue à Anou. Reportage sur les images de Zahra Djansou. L'ouverture au marché africain permettra à Madagascar d'élargir ses échanges commerciaux sur le plan international. La ZLECAf constitue un des leviers efficaces pour le développement du commerce international du pays, l'amélioration de l'industrie et la création de valeur économique. L'intégration au sein de cette zone de libre-échange continentale représente un avantage certain pour Madagascar en raison de la réduction, voire de l'exemption des droits de douane selon les produits exportés. Naturellement, les secteurs privés sont les premiers concernés par cette adhésion à ce marché régional africain. C'est dans ce cadre que le secrétaire général de la ZLECAf a détaillé aux acteurs économiques malgaches les différents mécanismes du fonctionnement de cette zone dans le cadre du processus de préparation de Madagascar à son intégration. Des recommandations ont également été émises pour améliorer les conditions permettant aux entreprises malgaches de tirer pleinement profit des opportunités offertes par la ZLECAf. Aujourd'hui, Madagascar, qui vient de ratifier l'accord pour zone de libre-échange continental, va effectivement continuer les démarches pour domestiquer les différents instruments, notamment le livret tarifaire électronique de la ZLECAf, et donc permettre des échanges, des imports, des exports, en bénéficiant de la réduction des tarifs tels que prévus dans les offres que Madagascar reçoit. Madagascar devient ainsi le 49e pays à intégrer la ZLECAf. Par ailleurs, la rencontre de la secrétaire générale de ZLECAf avec les acteurs du secteur privé malagasy, qui s'est tenue à Anou, a vu la présence de la ministre des Affaires étrangères malagasy et du ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Le projet de loi numéro 001-2025 relatif à la production et à la commercialisation du rhum artisanal malagasy ou Tokagas a été adopté aujourd'hui par les députés à l'Assemblée nationale de Tsimbazaz après des débats et avec des amendements. Ce projet de loi a été proposé par le député élu dans le district d'Ambusch. Il sera examiné au niveau du Sénat le 4 juin prochain. Reportage de Fin de Sénat Mireille, Anienne Martina sur les images de Kevin Ravuniasson. Le projet de loi sur la production et la vente de rhum artisanal malagasy ou Tokagas sur le territoire de la République de Madagascar a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale après des débats et avec des modifications. L'adoption de cette loi vise à instaurer un cadre économique structuré
pour ce secteur d'activité en milieu rural. Liée aux traditions et à la culture malgache, la production du tokagas est une fierté pour les producteurs paysans, selon le député élu Imbusch. Le tokagas est un produit local, un rhum de fabrication artisanale, une source de revenus, un vecteur de préservation culturelle et apportera des retombées positives pour les paysans, selon les explications. Le projet de loi numéro 001-2025 sur la production et la vente du tokagas à Madagascar sera examiné par le Sénat le 4 juin prochain. Et la lutte contre l'invasion de criquets se poursuit actuellement dans la partie sud de Madagascar. Elle a été renforcée grâce à la stratégie mise en place par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. D'après les données recueillies, environ 350 hectares de terre sont estimés être infestés par des criquets. Les détails avec Anienne Martina et Secha Angenap. Avant de pouvoir contrôler efficacement la propagation de l'invasion des criquets dans le sud de l'île, une évaluation aérienne a été impérativement réalisée. Cette opération a été menée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage en collaboration avec le partenaire FAO et le Centre national de lutte anti-acridienne à l'aide d'un hélicoptère. Environ 350 hectares de terre ont été estimés comme zones infestées, notamment à Bossaratim dans la région Anos, à Betchouk, ainsi que dans les zones avoisinant la rivière Mandjaré. Selon lui, toutes les directives ont été établies à travers l'élaboration d'un plan d'action rigoureux et complet visant à prévenir la propagation des criquets et à améliorer la gestion du Centre national de lutte anti-acridienne en utilisant des techniques modernes et adaptées à la situation. L'éradication des criquets est tout à fait possible si chacun assume pleinement ses responsabilités. Une collaboration étroite entre le centre, les autorités locales et les paysans est indispensable dans cette lutte. Poursuivant toujours les actualités de ce soir, 5 points majeurs ont été abordés aujourd'hui par les présidents des universités, les directeurs généraux des institutions et d'enseignement supérieur et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique lors de la conférence des présidents des universités ou CPU qui s'est tenue dans les locaux du ministère à Fiadanen. Parmi les sujets discutés, la clôture de l'année universitaire, l'organisation d'un événement sportif national destiné aux universités, la tenue d'un colloque pour valoriser les résultats des recherches issues des universités publiques, ainsi que la mise en place, le rapport et l'amélioration des documents de référence et des statuts régissant les universités. Les détails dans ce reportage. La CPU ou conférence des présidents des universités constitue l'instance suprême de concertation et de délibération concernant l'enseignement supérieur dans les universités publiques de Madagascar. Cette réunion, tenue aujourd'hui, a rassemblé tous les présidents des universités du pays ainsi que les directeurs généraux des établissements et écoles supérieures publiques avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans les locaux du ministère à Fiadanen. Les universités étant actuellement en cours de conclure le premier semestre de l'année universitaire, il a été décidé au cours de cette rencontre que la clôture de l'année universitaire aura lieu vers la fin du mois d'octobre, selon la déclaration de la ministre, la professeure Chamina Lula. Par la suite, un tournoi national sportif interuniversitaire sera organisé pendant un mois dans le cadre de la fin de l'année académique, avec la phase finale de basketball prévue se dérouler dans la capitale. Selon toujours les propos de la ministre, la CPU a permis également de discuter de la tenue d'une colloque pour chaque université afin de mettre en valeur les résultats des recherches. À cet effet, des colloques seront organisés par le ministère pour chaque université publique pendant un mois. Outre cela, chaque université devrait avoir un revue scientifique en collaboration avec le Centre d'information et de documentation, organisme rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur, pour permettre cette mise en valeur des résultats des recherches universitaires. Dans le cadre de cette conférence des présidents des universités, le lancement officiel du recueil des textes sur l'enseignement supérieur et de la recherche, un livre qui détaille les textes régissant les lois sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, a été effectué. Il est à noter que cette réunion d'aujourd'hui est la première CPI depuis l'élection des nouveaux présidents des universités de Madagascar.
Parlons à présent production agricole. La secrétaire d'État chargée de l'autosuffisance alimentaire incite les habitants des zones urbaines à s'engager dans la production conformément aux directives déjà émises par le président de la République. La campagne de sensibilisation a été lancée dans le premier arrondissement par l'installation de cultures modèles dans le jardin scolaire du centre Béthanie. Cette visite sur le terrain a été effectuée en collaboration avec des partenaires chinois afin d'évaluer également les travaux urgents dans les quartiers en zone basse. Reportage de Aniana Martina et Setchan Jenab. L'agriculture constitue un levier important pour le développement et la priorité est donnée à l'alimentation. Face à cela, le secrétaire d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire sensibilise la population urbaine à la culture de pommes de terre en sac de riz ougoune ainsi qu'à d'autres types de cultures selon les instructions du président de la République. Le jardin scolaire géré par le centre Béthanie au cœur d'Ankassen est mis en place comme modèle selon les explications. Cette production permettra d'alimenter jusqu'à 1000 élèves et le secrétariat d'État soutiendra cette initiative avec des semences, des engrais et une assistance technique. Lors de cette visite, en collaboration avec l'entreprise partenaire chinoise Chinomac, des possibilités d'exploitation agricole ont également été explorées sur les terrains disponibles dans la plaine de Betsamtatach, notamment dans la zone d'Antutapenak, premier arrondissement. La secrétaire d'État a également écouté les doléances des agriculteurs locaux, lesquelles seront traduites en actions concrètes dans l'intérêt de tous, surtout des producteurs agricoles, selon les précisions. Et parlons santé pour conclure les actualités locales. L'Association des femmes mères à travers toute la grande île est déterminée à augmenter le taux de vaccination à Madagascar. Elles entendent renforcer les efforts de financement des vaccins en collaboration avec la société civile œuvrant dans le domaine de la santé. Le point avec Findessena Mireille et Aniana Martina. La santé de base et la vaccination sont des éléments essentiels dans le processus de développement du pays. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités au niveau communal restent insuffisantes, malgré le soutien et la participation des partenaires comme Gavi. L'Association des femmes mères est prête à intensifier ses efforts pour accroître les ressources financières et améliorer la coopération avec tous les acteurs locaux. Cela permettra une meilleure utilisation des fonds et une amélioration de l'offre de services de santé, notamment la vaccination. Les efforts du gouvernement sont déjà visibles, notamment en ce qui concerne la volonté d'augmenter le nombre d'enfants vaccinés. Le budget alloué à la santé, y compris à la vaccination, a connu une augmentation de 28,6% par rapport à l'année précédente. Selon les chiffres, 2,1 millions d'enfants à Madagascar n'ont encore jamais été vaccinés. Dans les actualités internationales de ce soir, Donald Trump a annoncé hier que les États-Unis construiraient un système de défense antimissile sur le modèle de dôme de fer israélien et que le président américain a baptisé Dôme d'or. France 24 nous en dit plus. C'était une promesse de campagne de Donald Trump et même du mandat de Ronald Reagan. Merci beaucoup et merci beaucoup d'être ici dans le bureau ovale, l'un des endroits les plus importants au monde pour entendre cette annonce historique au sujet du bouclier antimissile, le Dôme d'or. Ronald Reagan voulait un système comme celui-ci il y a des années, mais il n'avait pas la technologie. Le président américain donne son feu vert au projet dit Golden Dome ou Dôme d'or en français. L'idée est de protéger le territoire des États-Unis de tout type d'attaques de missiles et de drones, en les interceptant en vol depuis l'espace grâce à un réseau de satellites ou depuis le sol grâce à des batteries de missiles antimissiles. À la tête du projet, le chef des forces spatiales américaines, le général Gatlin. Nos adversaires ont rapidement modernisé leur capacité nucléaire avec des missiles balistiques capables de transporter plusieurs têtes et des missiles hypersoniques capables d'attaquer les États-Unis en moins d'1 heure à près de 10 000 km/h. Le dernier rapport de l'armée américaine sur le sujet, qui date de 2022, fait état de menaces balistiques venant principalement de Chine, de Russie, de Corée du Nord et d'Iran. L'expression « dôme d'or » fait évidemment référence au dôme de fer israélien, en service depuis 2011. Donald Trump affirme que le dôme d'or sera en service d'ici la fin de son mandat, pour un coût d'environ 175 milliards de dollars. Et le candidat nationaliste roumain Giorgio Simeone, battu dimanche au second tour de la présidentielle en Roumanie, a fait volte-face hier et décidé de saisir la justice pour obtenir l'annulation du scrutin, invoquant des ingérences extérieures, notamment de la France. France 24.
Il avait reconnu sa défaite, mais, pressé par ses partisans sur TikTok, Georges Simion décide finalement de saisir la justice roumaine pour faire annuler l'élection en reprenant des accusations sur l'ingérence de la France. Les observateurs internationaux ont constaté des ingérences non seulement de la part de la République de Moldavie, mais aussi de l'État français. Les réseaux sociaux ont été manipulés et des algorithmes ont été utilisés pour influencer les citoyens roumains. L'ex-candidat pro-russe reprend donc les accusations de Pavel Durov, le cofondateur de Telegram, qui s'est d'ailleurs dit prêt à témoigner. Dimanche, sur le réseau X, Pavel Durov a directement accusé les services secrets français. Ce printemps, au salon des batailles de l'hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, chef des services de renseignement français, m'a demandé d'interdire les voix conservatrices en Roumanie avant les élections. J'ai refusé. Des allégations qui ont poussé la Direction générale de la sécurité extérieure, qui a reconnu avoir plusieurs fois rencontré Durov, à sortir de son silence habituel. La Direction générale de la sécurité extérieure réfute avec vigueur les allégations selon lesquelles des demandes d'interdiction de compte en lien avec un quelconque processus électoral auraient été formulées. Pavel Durov, naturalisé français en 2021, a été arrêté au Bourget l'été dernier dans le cadre d'une enquête sur l'implication de sa messagerie dans de nombreux dossiers liés aussi bien au trafic de drogue, à l'apologie du terrorisme ou au cyberharcèlement. Libéré sous caution, le quarantenaire, qui a également la nationalité émirienne, ne peut pas retourner à Dubaï. Cherche-t-il à se venger ? Quoi qu'il en soit, en Roumanie, Simion, le candidat malheureux, ancien hooligan, anti-vax, pro-russe, n'admet plus sa défaite face à Nicu Jordan, le maire de Bucarest, qui a su combler son retard en mobilisant l'électorat pro-européen. La crise politique que traverse le pays depuis l'annulation début décembre de l'élection de Georgescu, un candidat de la même sensibilité que Simion, semble devoir se poursuivre. Et en France, un rapport sur le mouvement des frères musulmans et son entrisme par le bas est au cœur d'un conseil de défense présidé par Emmanuel Macron aujourd'hui, a annoncé l'Élysée. France 24. Les frères musulmans sont-ils une menace pour la société française? C'est ce que prétend un rapport de 73 pages rédigé par 2 hauts fonctionnaires. Le texte, qui doit être en partie divulgué après le Conseil de défense ce mercredi, présente le caractère subversif du projet porté par la mouvance islamiste. La réalité de cette menace, même si elle repose sur une temporalité longue et ne recourt pas à l'action violente, fait peser le risque d'une atteinte au tissu associatif et aux institutions républicaines et plus largement à la cohésion nationale. Selon l'Élysée, le but de la mouvance n'est pas de s'enclaver comme le fait le séparatisme, mais plutôt de dissimuler pour aller à la conquête des antennes de pouvoir et notamment les municipalités. En d'autres termes, œuvrer sur la durée pour obtenir petit à petit des modifications des règles locales ou nationales, comme la laïcité ou l'égalité femmes-hommes. Tout juste élu à la tête des Républicains, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rapidement emparé du dossier. Il existe un islamisme à bas bruit qui se répand notamment en tentant d'entrer et d'infiltrer les associations sportives, culturelles, sociales ou autres. L'entrisme des frères musulmans a pour but de faire basculer toute la société française dans la charia. Mais selon le rapport, aucun document ne prouve la volonté des frères musulmans d'établir dans l'Hexagone un État islamique ou d'y imposer la charia. Le rapport s'inquiète en revanche d'une rigorisation de la pratique religieuse avec une recrudescence des jeunes filles portant une abaya. Ce mardi soir, le parti Renaissance de Gabriel Attal est monté au créneau pour demander l'interdiction du port du voile dans l'espace public aux mineurs de moins de 15 ans. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. Restez avec nous dans la suite des programmes. Vous allez suivre la série Strike Back. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.